Mesdames, Messieurs, vous avez très bien fait de vous connecter en ce moment sur le www.afrowebtv.com. Au micro et à la réalisation pour vous, votre homme serviteur Moïse Agbeni-Gan pour cette émission Avis de la diaspora. Avis de la diaspora, c'est sur votre chaîne AfroWeb TV chaque mercredi et chaque vendredi, chaque samedi à 11 h heure de Chicago, sinon également à 16 h GMT. Merci à tous de nous avoir choisis pour décrypter ensemble l'actualité avec nous. Aujourd'hui, nous irons avec le menu, nous irons donc en Côte d'Ivoire pour parler du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo, sinon également avec le retour donc de son dauphin qui est Charles Blé Goudé. Nous parlerons en deuxième partie donc de la France-Afrique. Comment est-ce que nous devons faire exactement pour nous débarrasser de ce joug? C'est très important de dire aujourd'hui que ça ne va pas en Afrique, mais qu'est-ce que nous faisons et comment y remédier? Quelles sont les solutions que nous proposons? Et nous en parlerons de loin en large également dans cette émission avec nos invités qui nous honorent de leur présence et surtout qui nous donnent leur temps, surtout puisque le temps est très précieux. Aidez-moi à dire un sincère merci à ces intellectuels qui ont accepté notre invitation aujourd'hui et merci beaucoup et à Monsieur Wadja déjà donc qui a fait le déplacement dans nos studios avec nous, qui est avec Monsieur Wadja au milieu en pagne, très bien habillé aujourd'hui comme un Africain. Alors, Monsieur Wadja est analyste et économiste de formation. Nous avons... Monsieur Wadja, bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour mon frère Moïse, bonjour à tous nos téléspectateurs et je salue tous les Africains. Je vais très bien, nous rendons grâce à Dieu. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'être à nos côtés aujourd'hui pour cette émission à vie de la diaspora. Nous avons par Duplessis deux hommes d'honneur. Le premier, c'est un citoyen engagé. On le reçoit depuis la Belgique. Il est toujours en déplacement entre deux avions. Un homme aussi africain qui revendique également sa citoyenneté africaine et son engagement pour servir également l'Afrique. Alors, Monsieur Philippe Amedodji, bonjour. Bonjour aux panélistes, bonjour aux auditeurs, aux téléspectatrices et téléspectateurs de AfroWeb TV. Bonjour. Merci Moïse. Monsieur Philippe et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de le savoir. Alors, nous avons également donc un intellectuel de notre pays, le Togo, résident du côté de la diaspora. Et un homme que j'aime tellement de par son engagement, surtout par rapport aux droits de l'homme. Il défend les causes des droits de l'homme. On en parlera aujourd'hui dans cette émission. Il fait partie également de l'une des meilleures personnes à soutenir également cette émission à vie de la diaspora. Mesdames, Messieurs, aidez-moi à dire un sincère merci à ce grand homme que nous accueillons également dans cette émission. Il s'agit donc de Monsieur Thierry Kouyakoye, qui est un acteur politique également que nous recevons. Malgré son temps chargé, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Thierry Kouyakoye, comment est-ce que vous allez? Bon, je vais bien, merci beaucoup à vous, Moïse, et puis aussi à mes collègues analystes, et puis ceux qui nous suivent aussi. Merci. Merci beaucoup à tous d'être avec nous pour ce numéro de votre émission. Ça fait chaud au cœur d'avoir à nos côtés par Duplessis ces grands hommes qui ne cessent de ménager aucun effort pour soutenir également ce média qui se met progressivement en place pour représenter bien l'Afrique dans toute sa diversité. Au cours de cette émission, donc en début d'émission, nous savons tous que le 19 octobre dernier, il y a de cela quelques jours, sur le plan mondial, a été célébré également la journée mondiale du dépistage du cancer. Alors, nous allons donner une minute à chacun de nos panélistes d'envoyer un message à l'endroit de toutes ces femmes qui souffrent du cancer aujourd'hui et d'autres qui manquent encore de moyens, qui ne se font pas encore dépister, d'aller le faire puisque c'est très important. Les femmes sont nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos cousines, nos voisines, nos filles. Alors, la première personne à qui je vais solliciter pour ce message, ce sera Monsieur Thierry Kouyakoye. Oui, bon, je pense que c'est un sujet quand même qui est important et aujourd'hui dans le monde, il y a malheureusement dans certaines parties du monde et la technologie n'est pas aussi avancée. En parlant par exemple de nos pays africains, par exemple, ça cause problème pour diagnostiquer, traiter par exemple le cancer, dépister. Et aujourd'hui, ça fait quand même des effets
dévastateur dans ces pays-là, malheureusement. Et je pense que il est important que l'attention puisse être, la lumière puisse être mise là-dessus, et pour que ces pays qui n'ont pas les moyens soient quand même équipés, engagés, poussés à quand même à aider ceux qui, parce que c'est tout le monde qui est quand même exposé au cancer. Ça peut arriver à qui que ce soit. Et par exemple, dans notre pays, par exemple le Togo en particulier, j'ai su que la fois dernière qu'il y avait eu 300 femmes mortes de cancer de sein, et elles n'arrivent pas à se faire diagnostiquer, un, et puis de deux, et si elles sont diagnostiquées, il n'y a pas, par exemple, les moyens pour se faire soigner. Donc, ces femmes malheureuses, nos sœurs, et qui meurent, et je pense que c'est pas seulement le Togo, c'est pratiquement tous les pays africains. Il y a quelques pays qui ont un peu les moyens, mais c'est toujours cher au niveau financier, et c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers pour aller se faire soigner. Par exemple, une Togolaise qui va aller se faire soigner en Côte d'Ivoire, ils sont un peu quand même équipés. Donc je pense que c'est important. C'est important et d'en parler. C'est important de faire cas de ça, et pour que nous puissions, disons, avancer ou équiper ces pays-là pour que nos frères et nos sœurs qui sont atteints de cancer puissent se faire soigner. Merci, Monsieur Thierry Kouevia-Koué. Alors, Monsieur Wadja. Merci mon frère Moïse. Merci pour l'opportunité. Nous rendons aujourd'hui hommage à toutes ces femmes qui ont perdu la vie dû au cancer du sein, et à tous les hommes du monde entier qui en souffrent toujours. Et un hommage particulier à nos mamans qui, dans les coins les plus reculés de l'Afrique, en souffrent, puisqu'elles ne savent même pas ce que c'est le cancer, beaucoup d'entre elles, et elles en meurent sans même savoir exactement de quoi elles souffraient. Donc, nous allons, à un moment donné, inviter nos chefs d'État à toujours faire l'effort de mieux équiper nos hôpitaux, et que la prise en charge de ces cas-là soit vraiment un véritable succès. Et pas seulement un pays spécifique, mais nous savons que l'Afrique, c'est un cas général, et nous souffrons tous. Il y a des maladies qui tuent, mais lorsqu'on souffre des maladies qu'on ne connaît même pas la cause, qu'on ne maîtrise même pas, ça tue encore plus. Donc nous invitons tout le monde, les acteurs politiques, les dirigeants, les gouvernants, à prendre leurs responsabilités afin qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces personnes qui en ont besoin. Et cela nous aiderait à éviter des cas de mort si on accordait un peu plus d'attention à certaines maladies qui existent dans nos communautés, telles qu'on le fait aujourd'hui pour le Covid-19. Je pense qu'on aurait éradiqué beaucoup de situations, beaucoup de maladies dans le monde. Donc, que les gens comprennent que ce n'est pas le Covid seul qui tue. Il y a des maladies qui ont existé depuis des siècles et qui existent jusqu'à aujourd'hui, qui tuent les gens. Et on doit se pencher sur ces maladies-là et ne pas privilégier une quelconque maladie, puisque maladie, c'est maladie, et toutes les maladies tuent, peut-être même plus que le Covid. Donc, faisons beaucoup de travail afin de secourir nos mamans et nos femmes, nos sœurs qui en souffrent du cancer du sein. Merci beaucoup, Monsieur Wadja Gilbert. Monsieur Philippe Amedodji, votre message à l'endroit de toutes nos mères. Je ne peux qu'emboîter le pas à mes prédécesseurs. C'est vrai que dans les pays développés ou occidentaux où nous vivons, le dépistage du cancer de sein est systématique et gratuit, parce que ce sont des pays qui ont eu le réflexe de doter leur système de santé à un certain nombre de mécanismes. Vous savez, et le dépistage et le traitement très très tôt
du cancer de sein ou d'autres cancers reviennent véritablement moins chers au système de santé que de laisser le cancer à une phase avancée. Généralement, tout le monde sait, ce sont des drames familiaux. Actuellement, et un clin d'œil à ma cousine qui en souffre, qui est en soins palliatifs. Donc, il s'agit de cela, chacun là dans sa maison ou tout près de chez lui. Et c'est un appel également que nous lançons à nos gouvernants, que ce n'est pas seulement la sécurité de leur pouvoir qui compte. On entend les chefs d'État, les gouvernants d'Afrique signer des contrats pour l'armement, pour la sécurité, voilà. Mais on entend très très peu nos dirigeants signer des contrats pour équiper les centres de santé en plateau ou bien en matériel adéquat. Je ne dis pas sophistiqué, du matériel adéquat pour la prévention. Donc ici, il s'agit plus d'une démarche très préventive, curative. Donc, il faudrait que nos responsables, surtout ceux qui sont en charge des soins de santé, travaillent à la prévention d'un certain nombre de pathologies pour des raisons non seulement humaines, mais également des raisons économiques, parce que la prévention revient toujours moins cher que le traitement ou de ces genres de pathologies. Donc, c'est le message. Je rends hommage également à tous nos mamans, nos sœurs qui en sont décédées ou qui en souffrent également actuellement maintenant dans leur chair. Donc, voilà un grand message. Courage à ceux qui en souffrent ou bien dont les proches sont affectés de cette pathologie et qui est lourd de traitement, très très coûteux et malheureusement abouti. J'ai lu les statistiques tout à l'heure. 1 cas sur 5 aboutit à un décès. Donc, c'est quand même une maladie à prendre au sérieux. Et le dépistage, la mise en place d'un mécanisme de dépistage dans nos pays pourrait énormément soulager la peine et la douleur de beaucoup de nos concitoyens. Voilà. Merci, Monsieur Philippe Amedodji, pour votre message. La moindre des choses que nous devons faire, nous tous, nous qui sommes des abonnés également de cette chaîne, sinon sur également YouTube, c'est de copier le lien sur Facebook, également de partager dans tous les groupes et également de permettre à toute la population africaine, à toute la diaspora de savoir que nous sommes maintenant en live pour disséquer les belles informations, les sujets de l'heure. Le premier sujet que nous allons décrypter aujourd'hui, il nous amènera du côté de la Côte d'Ivoire. Moins de 2 mois après à son retour en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier, à la suite de son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale, Laurent Gbagbo, fidèle à sa réputation de fin stratège politique, a ainsi surpris bien d'observateurs en annonçant vouloir créer un nouveau parti. Chose qui est devenue une réalité. Il y a de cela quelques jours, nous avons vu tous le congrès se tenir du côté de la Côte d'Ivoire, parti des peuples africains. D'autant que Charles Blé Goudé est toujours à la haie, à l'extérieur du pays, et jusque-là, on ne sait pas sa situation. Quand est-ce que Charles Blé Goudé reviendra en Côte d'Ivoire? La création également donc du parti politique de cette formation dont nous parlons de la part de son mentor qui est Laurent Gbagbo alimente des spéculations sur son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Monsieur Philippe Amedodji, quelle est votre lecture première que vous faites de la situation actuelle et surtout du Congrès qui met en place un nouveau parti politique du côté donc de la Côte d'Ivoire et qui est celui de Laurent Gbagbo? Je vais être franc, sincère. J'ai été quelque peu déçu de cette décision du prisonnier le plus célèbre de la CPI de divorcer non pas seulement avec Simone, mais également Afin Guessa, qui, durant ces 10 années d'incarcération, dirigeait tant bien que mal le FPI.
Maintenant, j'ai suivi également le discours de son congrès où il disait qu'il n'a pas reconnu que le parti qu'il a mis en place était méconnaissable à son retour, ou bien en tout cas à sa libération. Maintenant, je ne peux ou nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que ce sont des juxtapositions de partis politiques dont l'Afrique a besoin, ou bien c'est la démocratie? Est-ce que le multipartisme ou bien le libéralisme politique tel que certains l'entendent, c'est-à-dire créer, lorsque quelqu'un a une idée, créer son parti, est-ce que c'est ça qui va sauver l'Afrique ou bien ce sont des valeurs? Moi, c'est une question que je me pose et cela m'interpelle. On passera peut-être en revue certains pays, le Togo en l'occurrence. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 120 partis. J'ignore les statistiques au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Donc voilà un tout petit peu. Donc c'est un sentiment un peu mitigé. L'homme est rusé, c'est vrai, mais en tout cas, actuellement, moi j'ai du mal à lire dans sa démarche, dans sa stratégie. Il pourra nous surprendre peut-être dans les jours à venir et on verra dans la suite du débat comment cela va évoluer. Mais je reste sceptique par rapport, je ne trouve pas opportun que Laurent Gbagbo se lance encore dans la création d'un parti politique. Il a ses raisons, il les a dit, mais je ne suis pas convaincu par ces raisons-là. Voilà. Monsieur Thierry, est-ce que vous êtes de même avis que monsieur Philippe Amidodi? Est-ce que vous aussi vous êtes sceptique? Oui et non, parce que je pense qu'au retour de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, effectivement, il y avait un cafouillage au niveau du FPI. Il y avait le professeur Guessant qui était à la tête du parti. Je pense qu'il y avait un problème pour sa place. Et bon, éventuellement, il a décidé de créer un parti. Je pense qu'il est libre de le faire si c'est une stratégie pour reconquérir le pouvoir. Je pense que Gbagbo, le président Gbagbo, encore a donné à l'Afrique. Et justement, il avait un programme qu'il avait commencé. Et d'ailleurs, nous pouvons aussi apprendre de ce qu'il avait fait. Et bon, je ne sais pas si on aura assez le temps d'en parler. Il a fait beaucoup de choses sans l'aide internationale. Donc, son programme est quand même costaud. Et je pense que il n'a pas fini de dire son dernier mot pour le développement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, pardon, et aussi mettre fin à la Franc-Afrique, disons, qui nous tient en liesse. Donc, il y a ça. Et puis, bon, de l'autre côté, non, je pense qu'il a perdu un peu de sa crédibilité parce qu'avec cette affaire de Yves Gbagbo, Simone Gbagbo, qu'il a divorcé, jusqu'ici, je cherche à savoir c'est quoi exactement le problème et je n'arrive pas à trouver une solution ou une réponse adéquate à mon point d'interrogation. Et parce que c'est quand même cette femme avec qui il a été arrêté dans le bunker et ils ont été exposés, ils ont été on dirait, certains ont dit que la femme a suivi même, a expérimenté des abus. Je ne sais pas quel genre, mais nous l'avons quand même vu à la télé que c'était quand même une femme qui était à ses côtés jusqu'au dernier moment où ils ont été arrêtés avec les forces de Guillaume Soro à la tête, Ouattara et la France qui en fait les a mis là puisque le palais présidentiel a été bombardé depuis l'ambassade de la France. Donc, c'est la France qui a mené la guerre contre la Côte d'Ivoire. Et bon, là, je ne sais pas,
c'est quoi le soubassement ou bien c'est quoi le problème entre lui et Simone Gbagbo. Sinon, pour une femme qui s'est quand même tenue à ses côtés comme Simon l'a été, et l'a divorcé, moi, ça m'a confus. Je pense que, et ça est un peu enlevé de sa crédibilité, a diminué de sa crédibilité. Donc, pour ce nouveau parti, je ne pense pas que tous ceux qui étaient derrière lui au FPI, qui vont le suivre. Et bon, peut-être qu'il peut encore faire d'autres partisans. Ça, je ne le sais pas, l'avenir nous le dira. Et c'est quand même un pari risqué pour le président Laurent Gbagbo. Voilà donc la première intervention de M. Thierry Koibia que nous recevons par Duplessis également. Alors, M. Wadja, Laurent Gbagbo vient d'installer un nouveau parti politique. Vous revendiquez toutefois panafricain. Est-ce que ça va dans la règle du panafricanisme, M. Wadja? À mon avis, bien sûr. Bien sûr, d'abord, il faut voir la dénomination du parti. Le parti des peuples africains, ça en dit beaucoup. Donc, pour directement répondre à ta question, je dis oui. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cette création du nouveau parti, que beaucoup de gens n'adhèrent pas à cette idée. Et bon, moi je dirais, le gros souci que nous avons tous, c'est le fait de n'avoir pas eu assez d'informations ou assez de détails concernant les problèmes réels au sein du FPI qui a abouti à la création d'un nouveau parti par le leader, le créateur du FPI, qui est Laurent Gbagbo. Et peut-être on donnerait plus raison à Laurent Gbagbo si on avait plus d'informations. Mais aujourd'hui, nous avons juste une idée superficielle où beaucoup de gens s'accusent de Laurent Gbagbo parce que peut-être qu'il veut toujours être intérêt à comprendre que Laurent Gbagbo, c'est un stratège, c'est un homme de vision, c'est un homme de conviction, c'est un homme avec beaucoup d'idéologie et beaucoup d'intérêt pour l'Afrique. Et s'il est revenu et qu'il a remarqué que ces idéologies ne sont plus respectées au sein du parti FPI qu'il avait mis en place, bon, moi je pense que pleinement il a le droit de se retirer et de créer un autre parti. Si nous revenons un peu en arrière avec le rapprochement entre Affi N'Guessan et puis le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara, on se demande quels sont les contrats qui ont été signés d'une manière indirecte entre Alassane Ouattara et puis Affi N'Guessan. Donc tout ceci pourrait d'une part entacher l'idéologie de Laurent Gbagbo qui défend non seulement l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais l'intérêt de l'Afrique. Et c'est ce qui lui a conduit à la CPI, tout le monde le sait. Donc, moi je me dis peut-être qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication autour de Laurent Gbagbo qui n'a pas permis à beaucoup de nous, les Africains, au sein de son parti, et cela éviterait beaucoup d'encre qui coule autour de cette création du nouveau parti. Mais au même moment, je suis un peu choqué, comme tout le monde, quant à la rupture avec sa femme qui a été en quelque sorte une priorité à son retour, et personne n'a compris. Jusqu'ici, comme je l'ai dit, il manque toujours de communication et peut-être il faut encore un peu plus de gens stratèges autour de l'ancien président Laurent Gbagbo pour mieux le guider, pour mieux lui donner la force d'éviter certains soupçons autour de lui.
Et cette séparation avec Simone Gbagbo a créé beaucoup de trucs. Et moi, je me dis, avec 2 divorces, c'est-à-dire de sa femme, et puis divorcer avec son parti qu'il a créé, ce qui veut dire que le FPI est maintenant en 3, et je ne vois pas la force que peut avoir le parti de Laurent Gbagbo qu'il vient de créer s'il n'a pas le soutien de tout d'abord, de tout le FPI, et peut-être vouloir conquérir le cœur des nouveaux adhérents, ce serait un peu compliqué pour l'avenir du parti. C'est votre avis, Monsieur Wadja. Nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Alors, vous pouvez d'ores et déjà commencer par participer à cette émission. Vous les habitués, si donc c'est la première fois que vous suivez cette émission sur le www.afrowebtv.com ou carrément sur nos réseaux sociaux, allez-y tout simplement, partagez le lien avec vos amis. C'est très important de réagir sur les sujets importants qui doivent nécessairement, le premier auditeur qu'on va recevoir en même temps, Allô, auditeur, bonjour. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct avec nous dans notre émission Avis de la diaspora, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oh, je m'appelle, comment j'appelle de... Voilà, je voudrais suivre l'émission. Vous voulez suivre l'émission, vous voulez participer à l'émission. Si c'est pour suivre l'émission, vous pouvez aller sur notre site web afrowebtv.com/live pour suivre en direct l'émission. Ou si par exemple vous voulez intervenir par rapport au premier sujet, qui est le sujet qui concerne Laurent Gbagbo et le retour de Charles Blé Godé, vous pouvez réagir. Ah, ok, je voudrais suivre d'abord, merci. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, grand frère. Alors, Monsieur Thierry Kouéviakoué, d'autres ont manifesté également le manque de communication avant le congrès. Donc, avant le congrès, il y a certaines personnes, certains même journalistes ivoiriens qui ont notifié qu'il y a eu un manque de communication avant le congrès. Et puis, au cours également de ce congrès, l'absence de plusieurs personnes, comme vient de notifier également Monsieur Wadja. Est-ce que vous êtes de même avis qu'eux? Mais oui, bien sûr, je suis de même avis. J'en ai fait cas dans ma première réaction. Aujourd'hui, autour du nouveau parti, ou bien le congrès qui a annoncé le nouveau parti de Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, ça a été opaque. Et bon, éventuellement, moi j'ai eu des informations et je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais bon, ce que moi j'ai su, c'est que j'ai entendu, c'est que quand il était revenu, le parti éventuellement était méconnaissable parce que peut-être qu'il y a eu trop de rapprochement entre le FPI, ok, et le parti au pouvoir. Et parce qu'il y a eu quand même, je pense qu'ils ont eu des arrangements pour qu'on puisse les laisser quand même fonctionner comme il faut dans le pays. Parce que n'oubliez pas que au lendemain de l'attaque de la présidence où se casait le président Laurent Gbagbo avec ses partisans, ses ministres et tout, ils ont arrêté aussi monsieur Nguessan, qui est maintenant le président du FPI, et on l'a vu, et on l'a tabassé, et tout. Bon, après, on les a relâchés, et bon, il a repris les affaires et tout. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Et puis, bon, j'ai aussi entendu que ils n'ont pas voulu laisser la place que le président Laurent Gbagbo occupait à la tête du parti, parce que bon, en tant que président qui a été quand même déchu par un coup d'État en revenant de la CPI, normalement il devait recouvrer sa place de président du parti, bon, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il y a eu des tiraillements, il y a eu des problèmes et tout. Donc il a décidé quand même de créer son propre parti. Bon, maintenant, l'élan dans lequel il est quand même parti, c'était ça, qui est obscur, qui est opaque.
et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que il est quand même sa responsabilité ou de sa responsabilité d'expliquer ce qui s'est passé. OK, dans la famille FPI, pourquoi? OK, il veut maintenant créer un autre parti. Il y a aussi des gens qui l'accusent et qui écoutent sa nouvelle épouse, du moins la dame avec qui il est maintenant, et qui lui donne de mauvais conseils et tout. Mais bon, on l'entend quand même lors du congrès, et puis aussi l'interview qu'il avait donnée à la France 24, on peut voir que c'est un monsieur qui n'a pas perdu quand même, qui n'est pas désorienté. Il est Gbagbo, vous voyez que Gbagbo est là, il a parlé de ses ambitions, il a parlé de ses objectifs, il a parlé de ce qui faisait quand même sa force. Donc le monsieur est toujours là, vous voyez qu'il est toujours lucide. Okay? Mais, encore une fois, je pense que ce qui va affaiblir sa crédibilité, c'est le manque d'éclaircissement, l'opacité autour de ce qui se passe dans la famille FPI et aussi sa femme. Parce que vous savez, souvent, nous dissocions le mariage et la carrière politique. Mais des fois, on ne peut pas le faire. Souvent, ça peut affaiblir puisqu'on ne le pense, et surtout en Afrique. Vous voyez, souvent, on pense que, bon, écoutez, la politique, ça n'a rien à voir avec la vie familiale ou la vie maritale. Or, nous savons que dans les pays occidentaux, là où nous vivons, et une femme ou bien ton problème de mariage peut ruiner ta carrière politique. Et c'est ça, moi, c'est ce qui me fait peur dans le cas de Gbagbo, parce que nous, certains qui le soutenaient avant, et on est un tout petit peu moussé. Moi, je le suis. Je dis, mais ce monsieur que je respecte beaucoup, ce monsieur qui a quand même de la crédibilité à mes yeux, aujourd'hui, il a perdu quand même une partie de sa crédibilité à mes yeux. Compte tenu de ce qui s'est passé, le fait il demande le divorce, la femme ne veut pas lui octroyer le divorce, mais il force et il suit une femme qu'on n'a jamais. Bon, éventuellement, je pense qu'elle était là, mais officiellement, maintenant, il va partout avec elle et tout. Ça, quand même, ça l'a diminué politiquement. Vous voyez? Donc, moi, c'était ça. C'est pour ça que je dis que c'est un pari risqué, ce qu'il est en train de faire, parce que des gens comme moi, je pense qu'il y en a plusieurs, et qui ne vont plus le soutenir comme on le soutenait avant, et qui ne soit envoyé à la CPI. Et voilà, c'est ce que je pense. Merci. Merci à vous. Monsieur Philippe Amédodji, on n'a pas vu également Simone Gbagbo lors du congrès. Est-ce que cela pourrait agir, comme le dit monsieur Thierry, sur la vie politique et également sur les élections à venir dont participera peut-être Laurent Gbagbo? Mais avant toute chose, moi je crois que la stabilité, on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Bon, ici, mes prédécesseurs l'ont dit, normalement ou rationnellement, le rôle que Simone Yvé a joué aux côtés de Gbagbo était censé lui éviter, je peux même parler d'humiliation ou de l'affront que Laurent Gbagbo est en train de lui faire actuellement. Maintenant, jusqu'à ce jour, et c'est aussi une des opacités que nous déplorons, nul ne sait les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles ce choix a été fait par Laurent Gbagbo. Maintenant, beaucoup sont en couple, les couples se font et se défont, mais ça choque. Mais avant tout, ou au-delà de cet aspect marital, ou bien mélange entre vie politique et vie privée, moi, je pense que
l'Afrique a besoin plutôt de bonnes institutions et non de grands hommes. Bon, ça peut inspirer, on a parfois besoin de modèles, mais je crois que Gbagbo a été un modèle jusqu'à un point et que Gbagbo devrait, hein, comme dans son discours il a dit, devrait commencer un tout petit peu à montrer aux Africains, à la jeunesse, que ce dont manque l'Afrique, ce sont des institutions solides et non pas de grands hommes. On a vu le temps de Gaulle, d'un grand de Gaulle, pour moi, est révolu. Il a parlé de Gaulle, je sais qu'il a beaucoup d'estime pour de Gaulle, il est historien, mais on voit le cas du Ghana. Rawlings l'a dit, moi ça m'impressionne. Rawlings a dit que son mérite, c'est d'avoir pu doter son pays d'institutions tellement fortes que même si le diable venait à dérober le pouvoir, qu'il soit obligé ou contraint de travailler pour le bien-être des populations. Pour moi, c'est suffisant. Qu'est-ce que Gbagbo peut, à son âge et après son passage de 10 ans en prison, qu'est-ce qu'il peut encore apporter aux Ivoiriens? Je crois que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays d'Afrique, compte au moins 60% de jeunes. Gbagbo peut-il encore comprendre les enjeux de cette jeunesse-là? Même s'il a compris cela, est-ce que c'est pas mieux pour Gbagbo de jouer le patriarche, hein, le conseiller? Est-ce qu'il est contraint d'aller encore au front, hein, pour briguer un mandat présidentiel? Et je vous dis, c'est pas fini, j'en termine par là. On lui a rappelé, en fin de semaine dernière, qu'il est toujours inculpé dans l'affaire du braquage de la BCEAO. Malgré la grande réception que Alassane Ouattara lui a offert, il est toujours inculpé, donc c'est pas fini. Et vous n'êtes pas sans savoir également que actuellement le débat sur la limitation du mandat présidentiel, ou bien en tout cas le fait que au-delà de 70 ans, on ne puisse plus briguer le mandat présidentiel est sur la table. La majorité parlementaire est détenue par Ouattara. Ouattara voulant empêcher tous ces anciens compétiteurs, concurrents de devenir président, il suffit que cette loi passe. Qu'est-ce qui va encore passer en Côte d'Ivoire? Encore des troubles? Donc je parle de Kona Bédié, Ouattara et Alassane et Laurent Gbagbo, qui se verraient de facto empêchés de briguer un mandat si cette loi revenait, ou bien si ce dispositif revenait dans la Constitution, un dispositif qui existait avant, même avant Ouattara. Donc, pour moi, c'est pas gagné d'avance, et j'espère que Laurent Gbagbo ne va pas tout simplement se faire humilier et sortir malheureusement par la petite fenêtre, au lieu d'entrer par la grande porte dans l'histoire de son pays. Le souhait de tous les Africains, c'est de voir sortir, comme vous venez de dire, Laurent Gbagbo par la grande porte. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79.